Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la pause Sophro. Je suis Anne-Maëlle, sophrologue et enseignante de yoga à Rennes. Et j'ai créé ce podcast pour permettre à chacun de toucher du doigt la richesse de cette méthode d'exploration de la conscience humaine qu'est la sophrologie. Ce n'est pas la seule méthode qui m'accompagne au quotidien puisque le yoga a une place importante dans ma vie et m'aide à faire ce chemin intérieur. Mais c'est une proposition, une invitation à découvrir ce que la sophrologie a à nous offrir. Au fil des épisodes, je vous propose d'explorer une pratique autour d'une thématique spécifique. Et comme j'ai à cœur de vous faire découvrir les différents champs d'application avec des spécialistes dans leur domaine, je vous propose également des interviews de professionnels du métier. J'espère vous permettre, grâce à ces quelques épisodes, de vivre une vie plus consciente, vibrante et épanouie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast Catherine Bassereau. Catherine est une femme exceptionnelle et j'ai eu la chance de participer à son stage de sophrologie et santé sexuelle pendant ma 2e année de formation à l'ISR. Catherine est également une femme à l'énergie débordante et rien qu'en l'écoutant, on peut deviner sa passion pour les femmes et pour toutes les questions et problématiques liées à la vie sexuelle de chacun. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à écouter cette interview et cette plongée au cœur de notre sexualité. Bonne écoute. Donc, bonjour Catherine et merci de nous rejoindre sur le podcast. Bonjour Anne-Maëlle, je suis très très contente de passer ce petit moment avec toi et puis de faire partager aux personnes qui auront peut-être le temps de nous entendre, de partager ce que je suis et ce que j'aime dans mon métier et dans ce que je fais en tant que sophrologue et sexologue. Est-ce que du coup, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, là, ça risque de prendre une demi-heure. En quelques mots. Alors, je suis Catherine Bassereau. Je suis d'abord, avant tout, une femme. Et j'ai envie de commencer par ça parce que toute ma vie et entre autres ma carrière professionnelle a été habitée par ce sentiment très fort d'être une femme à part entière et fière de l'être. Alors, j'ai commencé, alors je peux commencer déjà par mon métier de sage-femme. Donc, il se trouve que je suis sage-femme, diplômée, et j'ai fait mes études de sage-femme à Paris, dans une période où les études de sage-femme étaient très dures. Sur le plan humain, je pourrais presque même parler de maltraitance psychologique et même physique, tellement c'était difficile. On était malmenés, on était déconsidérés. Et j'en parle là parce que en même temps, ça a été un métier et c'est un métier qui me passionne et qui continue à me passionner parce que j'ai été au service de la femme dans un moment particulier qu'est la maternité. Mais c'est aussi dans ce cadre-là que j'ai découvert la sophrologie. Donc en étant élève sage-femme, j'ai eu la chance de rencontrer une collègue élève sage-femme qui avait entendu parler d'un truc, d'une démarche qui s'appelait la sophrologie et qui a eu envie de constituer un petit groupe pour qu'on puisse pratiquer ensemble la sophro. Et donc, dans les années 80, donc c'est déjà loin, hein, je suis une vieille personne, j'ai découvert dans le cadre de mes études de sage-femme la sophrologie et ça a été pour moi vraiment un espace de protection par rapport à la maltraitance qu'on subissait tous les jours à l'école de sage-femme. Et une envie très très profonde de donner de l'humanité aux femmes que j'accompagnais aussi en salle d'accouchement, tellement elles aussi je trouvais qu'elles étaient maltraitées. Donc tu vois là déjà dans les années 80 j'ai été très vite animée par ce métier
de sage-femme, la rencontre avec la sophrologie qui a alimenté déjà mon métier que j'étais en train de découvrir, et puis une envie profonde d'aider les femmes à tous les niveaux de leur vie, et puis de leur offrir surtout un maximum de soins humains, respectueux, avec l'humilité que je pouvais avoir déjà à ce moment-là, mais de pouvoir faire au mieux pour elles. Non. Donc je dis ça parce que la notion de femme, donc du coup, ça fait partie de ma vie. Donc je suis Catherine, je suis une femme, je suis sage-femme, je suis sophrologue, sexologue. Je vais en parler peut-être en un troisième temps. Je suis mariée, remariée, avec un homme formidable qui se trouve aussi être sophrologue, et tu as eu la chance aussi d'interviewer. J'ai une fille, et ça c'est pas anodin, parce que je ne me voyais pas avoir un garçon, donc il se trouve que j'ai eu une seule fille. Mais avec ma première union, j'ai été aussi en contact avec 3 enfants pour lesquels je suis encore très attachée. Et avec mon nouveau compagnon, mon mari d'aujourd'hui, j'ai aussi 3 nouveaux enfants, des grands enfants, avec lesquels j'ai pu établir une relation vraiment super. Donc, j'ai une fille unique, mais en fait, en tout, j'ai 7 enfants. Voilà. Et 2 petites filles, de merveilleuses petites filles par alliance, que j'adore, et je suis très fière d'être entrée aussi dans l'univers de grande maman. Voilà, on va dire ça comme ça. Tu m'arrêtes, hein, parce que comme je suis très bavarde, je peux partir et m'emballer et puis oublier un petit peu ta première question. C'était de te présenter, tu vois. Tu vois, je suis en train de me présenter. Alors voilà. Oui, donc dans mon métier de sage-femme, puis de sophrologue, je vais peut-être t'expliquer comment je me suis formée à la sophrologie. Dans le cadre de ces 2 métiers, inévitablement, j'ai été aussi au cœur de l'intimité des gens, enfin surtout dans mon métier de sage-femme, dans le cadre entre autres de la rééducation périnéale. Et il y a eu un moment donné, ça a été une évidence de me former en sexologie. Ça a été un parcours de combattant parce que les formations universitaires en sexo n'étaient pas très ouvertes aux sages-femmes à l'époque. Mais j'ai eu du coup la chance, au cours d'un congrès, de rencontrer Jean-Yves Desjardins, qui est le fondateur du sexo-corporel, et je me suis formée au sexo-corporel. Il y a maintenant peut-être une quinzaine d'années, peut-être même davantage, j'arrive plus trop à compter, et ça a été pour moi une révélation. Non. J'enchaîne tout de suite. J'ai fait 2 très grandes rencontres dans ma vie. Bernard Santerre, qui m'a formée en sophrologie, avec lequel j'ai eu la chance d'être aussi associée. On a partagé notre cabinet pendant 10 ans. Il m'a fait beaucoup confiance. Et puis Jean-Yves Desjardins, donc le fondateur du sexo-corporel, et qui, toute sa dimension humaniste, m'a vraiment animée et m'anime encore dans l'aide que je peux donner aux gens dans le cadre de la sexo. Voilà, donc pour me présenter, je suis une femme, je suis mère de famille, je suis grand-mère, je suis une femme heureuse dans mon mariage, et j'ai 3 activités professionnelles qui cohabitent en fait continuellement: sage-femme, sophrologue et sexologue. Ok, super. Du coup, tu nous as déjà un peu parlé de ton parcours professionnel. J'aimerais te poser la question aussi pour toi. Qu'est-ce que c'est la sophrologie ? Alors, je m'y attendais un petit peu à cette question, qui est une question en fait difficile parce que la première chose, pour moi, la sophrologie, ça ne se dit pas, ça se pratique. Ça se pratique et chacun de nous, avec une conscience à nous, va tirer de la sophrologie quelque chose qui lui est propre, et à travers l'entraînement. Donc, dire avec des mots ce qu'est la sophrologie, pour moi, c'est déjà quelque chose qui est compliqué. C'est une façon de dire que je ne vais pas te répondre.
Mais c'est vrai que c'est presque un non-sens. Hein. Pour moi, la sophrologie, d'abord, avant tout, c'est une expérience existentielle, si je reprends la terminologie d'Alfonso Caicedo, donc le fondateur de la sophrologie. Mais c'est d'abord, avant tout, quelque chose qui s'entraîne, qui se pratique plutôt qu'il se dit. Bon, pour répondre quand même à ta question, parce que je vais pas te laisser comme ça. J'ai prononcé le mot conscience. Pour moi, la sophrologie, c'est d'abord, comme le citait notre fondateur, hein, une activité, une démarche qui s'intéresse à la conscience humaine et à l'harmonisation de la conscience, au développement de la conscience. Alors, c'est vrai que ce que ça veut dire, le mot conscience, donc là encore, il faudrait des heures pour en parler. Et je pense qu'il y a des personnes qui en parlent certainement pour bien mieux que moi. Mais je vais peut-être définir la sophrologie par rapport à ce que ça, avant tout, ça apporte. D'abord, un rapport au corps. Pour moi, la sophrologie, c'est d'abord une conscience corporelle qu'on va développer. Notre rapport au corps, être bien dans notre corps, d'être dans l'harmonisation du corps. Et la conscience que j'ai de moi ne peut se faire qu'à travers cette expérience corporelle. D'où l'importance des pratiques sophrologiques et qui mettent beaucoup l'accent sur la pratique corporelle. Mais ça serait c'est réducteur de dire ce que je suis en train de dire, puisque la sophrologie va permettre aussi une activation de ce que je suis en tant qu'être humain, c'est-à-dire autant l'univers émotionnel, cognitif et aussi relationnel. Donc, la sophrologie va me permettre aussi, à partir de cette réalité corporelle, de pouvoir toucher à ce que je suis comme être émotionnel, ce que je suis aussi avec ma construction cognitive, toutes mes croyances, tout ce que je suis aussi dans l'univers des pensées. Et c'est avec tout ça que je vais pouvoir aussi être un être relationnel, parce que l'être humain, par définition, c'est une personne qui est un être social et qui va être en relation avec l'autre. Non. Donc, la sophrologie, c'est d'abord ça pour moi. Me connecter avec tout ce que je suis, c'est-à-dire... ça rentre dans l'idée que la sophrologie, c'est une démarche intégrative qui va prendre l'individu dans sa globalité, dans tout ce qu'il est, dans son être, comme être humain. Et puis, un élément qui est hyper important pour moi en sophrologie, on va travailler beaucoup sur l'axiome qui est l'importance du positif. C'est vrai que toute l'approche de la sophrologie, c'est une approche qui va aller vers ce qui va bien. On va plutôt aller du côté du verre plein que du verre vide. Hein, et ça nous ramène à renforcer chez les individus le positif, de pouvoir avec ce positif travailler dans une harmonisation de leur être. Et puis, ça nous amène aussi à travailler sur ce qui est, moi, fondamental, la confiance en soi, l'assertivité physique, émotionnelle. Et donc, du coup, l'harmonisation de l'être humain, le travail sur le positif, la confiance en soi, va permettre justement d'élargir ma conscience, qui est chère à tous les sophrologues, élargir ma conscience avec toutes ces richesses que je vais pouvoir intégrer, renforcer en moi au fur et à mesure de l'entraînement. Donc, je reviens à ce que je disais au premier. La sophrologie, pour moi, c'est avant tout quelque chose qui s'expérimente avec ce que je suis, avec mon histoire, et je vais puiser de cet entraînement avec toute la richesse des techniques aussi. Hein. C'est pour ça que j'aime bien aussi les définitions de Pascal Gauthier sur la sophrologie. C'est une démarche, mais c'est aussi un ensemble de techniques qu'on va pouvoir offrir et s'offrir pour pouvoir grandir dans notre façon d'être, peut-être dans notre connaissance, dans notre savoir-être,
mais peut-être aussi, en tant que thérapeute, savoir transmettre au mieux. Super, merci. Du coup, tu utilises la sophrologie dans tes accompagnements, aussi bien pour les femmes que tu accompagnes qui sont dans la maternité, et aussi sur les sujets de santé sexuelle. Et du coup, sur ce podcast-là, on va parler essentiellement de la santé sexuelle. Et j'aimerais bien que tu nous dises ce que tu entends par santé sexuelle pour qu'on puisse bien comprendre en fait ce que la sophrologie peut apporter dans ce cadre, et si tu fais une différence entre santé sexuelle et sexualité. Ok. Alors, la santé sexuelle, c'est un concept. Il a été défini et établi, désigné par l'OMS, par l'Organisation mondiale de la santé, dans les années à peu près 70, où on a différencié en fait la notion de santé mentale et de la santé sexuelle. Avant, on parlait pas de santé sexuelle. La sexualité faisait partie, enfin, en tout cas, les dysfonctionnements sexuels faisaient partie des dysfonctionnements mentaux. Donc là, il y a eu une étape importante où la santé sexuelle est devenue un concept à part entière, se différenciant de la santé physique et la santé mentale. Alors, on pourrait la désigner comme étant un état de bien-être physique, mental et social dans le domaine de la sexualité. En fait, elle va recouvrir cette notion de santé sexuelle, 3 points fondamentaux. La capacité de jouir et de contrôler, là on est plus dans le comportement sexuel. Dans la santé sexuelle, on va avoir aussi un élément qui est pas moindre, qui est la santé reproductive, avec tous les moyens qui nous permettent d'être des êtres reproductifs. Et puis l'aspect cognitif et émotionnel, dans lequel on va beaucoup plus tenir compte de tout ce qui peut inhiber notre sexualité par exemple des pensées négatives. Donc quand on parle de santé sexuelle, au dire de l'OMS, il y a cette dimension-là. Moi, je vais plutôt retenir la définition de la santé sexuelle dans le cadre du sexo-corporel. Pour nous, la santé sexuelle, c'est avant tout la naissance, le développement, l'harmonisation et l'interaction de toutes les composantes sexuelles, enfin de toutes les composantes sexuelles qui interagissent dans notre sexualité. Et dans les composantes sexuelles, on va retrouver les composantes physiologiques, excitatoires, des composantes fondamentales, chromosomiques par exemple, mais aussi les composantes relationnelles, les composantes affectives, les composantes personnelles, telles que le désir et le plaisir. Donc, pour moi, la santé sexuelle, je garde cette définition de l'harmonisation de toutes les composantes qui interagissent dans notre sexualité. Je ne sais pas si je suis assez claire. Si. Je reviens à ta question, différence entre sexualité et santé sexuelle. La sexualité se définit, la sexualité c'est la base de c'est une des bases de la construction de l'humanité. Elle se définit comme l'ensemble des comportements et des mécanismes physiologiques de la sexualité. Donc ça c'est la première définition. Mais dans la sexualité, il peut y avoir aussi une définition plus biologique, qui est l'ensemble des caractères physiques et psychologiques qui font que je suis un être sexué, soit un être homme ou femme. Bon, je ne sais pas si c'est clair. Bon, on va retenir peut-être la santé sexuelle, c'est l'ensemble des composantes qui me permettent d'avoir une sexualité harmonieuse. Et puis, la sexualité, c'est plutôt l'ensemble des comportements et des mécanismes physiologiques, mais aussi des mécanismes biologiques. Ok. Ça va ? Ouais, très bien. Ouais. C'est parfait. Et du coup, comment est-ce que la sophrologie t'accompagne ? Comment est-ce que tu accompagnes les personnes sur des problématiques de santé sexuelle avec la sophrologie ? C'est assez large comme question, mais... C'est large. C'est même... je ne sais pas si je vais pouvoir y répondre comme ça. Alors déjà, le point commun entre la sophrologie et la sexologie, c'est le corps. Donc, la sophrologie va m'aider
dans la prise en charge en sexo, soit en santé sexuelle ou soit par rapport aux des dysfonctionnements sexuels pour lesquels on vient nous voir, on va travailler sur la conscience du corps dans sa globalité pour permettre, par exemple, d'apprendre, de découvrir, de sentir, de vivre le corps et l'éveil des sensations, indispensables dans l'utilisation de la sexualité. La sophrologie va me permettre, toujours dans le cadre de la prise en charge en sexo, l'entraînement à la respiration physiologique, indispensable au lâcher-prise, à la régulation de nos charges émotionnelles, mais aussi à l'élargissement de nos modes d'excitation, c'est-à-dire à la façon dont j'utilise mon corps pour monter une excitation. Tout ça pour favoriser une meilleure fonctionnalité sexuelle. La sophrologie va me permettre aussi de renforcer, de conscientiser ce qu'on appelle en sexo-corporel les lois du corps et leur utilisation dans la sexualité. Prendre conscience des différents rythmes que je possède, de différents degrés de tonicité, des espaces externes, l'utilisation de l'espace que je peux utiliser dans le cadre de ma sexualité, la mobilité, de pouvoir aussi prendre conscience de la respiration, hein, je viens d'en parler. Ça va être aussi un outil formidable pour pouvoir explorer les organes sensoriels, qui sont des sources de sensualité et de sensorialité, une source de sensorialité indispensable à la pratique érotique de la sexualité. Alors, dans les dysfonctionnements sexuels, une constante qu'on retrouve très souvent, c'est la difficulté à être dans ce que je suis, à être ici et maintenant dans ce que je suis en train de vivre, dans mon intimité. Donc là, la sophrologie, on va beaucoup travailler aussi sur l'apprentissage de l'instant présent, pour réguler mes émotions, mais pour pouvoir aussi vivre pleinement la dynamique sexuelle dans laquelle je suis. L'apprentissage donc aussi de la concentration pour favoriser l'autocentration, qui était quelque chose qui est important en sexo-corporel, mais dans la pratique sexuelle, d'être là dans ce que je vis et auto-centré en particulier sur mes sensations génitales. Et de pouvoir aussi éviter les biais attentionnels, non sexuels, par exemple les cognitions anxieuses qui peuvent être délétères à une montée excitatoire et à la montée du plaisir. Ça va me permettre aussi de favoriser la présence aux stimuli sexuels. Quand je suis concentrée, je vais être beaucoup plus dans ce que je vis au niveau des stimulations sexuelles. Et puis, par le biais de cette meilleure concentration et de l'instant présent, ça favorise l'excitation sexuelle génitale. Je ne vais pas rentrer dans la physiologie sexuelle, mais pour avoir une bonne fonctionnalité sexuelle, c'est-à-dire une bonne vasocongestion au niveau de mon corps, de mon bassin, mon sexe, il faut être un minimum concentré dessus. Et puis, la sophrologie va permettre aussi de travailler sur la confiance en soi, j'en ai parlé tout à l'heure, la gestion du stress, la notion d'assertivité, c'est-à-dire d'être dans la confiance et la fierté d'être un homme, d'avoir des organes génitaux masculins, mais aussi d'être une femme. Et à travers cette confiance en soi, cette fierté, de pouvoir calmer les angoisses, les stress, en particulier l'angoisse de performance, qui est quelque chose de très important dans les dysfonctions sexuelles. Les gens ont des modèles, entre autres par le biais, les jeunes par exemple, par les biais de une sexualité performante. Je cherche les mots, enfin bref. En tout cas, les gens sont beaucoup habitués par être performants. Alors, ce qui n'est pas l'objectif en soi. La sexualité, c'est avant tout une recherche de plaisir. L'être humain a une sexualité hédonique avant tout, et de pouvoir être dans avant tout la recherche du plaisir plutôt que la performance, ça change tout dans le vécu de la sexualité. La sophrologie va aussi permettre d'acquérir ce juste lâcher-prise qui est indispensable au lâcher-prise génital et au lâcher-prise émotionnel qui nous permet d'avoir du plaisir.
Euh, tu vois, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi l'approche de la génitalité, évidemment, hein. Prendre conscience de son bassin, prendre conscience de sa mobilité, prendre conscience du périnée, prendre conscience de ses organes génitaux externes, des zones érogènes, de repérer les signes de l'excitation sexuelle, et puis développer aussi des habiletés érotiques avec soi, mais aussi avec partenaire quand on a une vie en partenaire. Et là, quelle que soit l'orientation sexuelle, on n'est pas du tout dans ces concepts-là. Et puis, il y a l'approche aussi cognitive et émotionnelle. Quand il y a des vécus passés difficiles, la désensibilisation progressive de situations angoissantes passées, c'est quelque chose que la sophrologie peut apporter dans la sexualité. Stimuler les fantasmes, l'imaginaire érotique, de pouvoir aussi se mettre dans des situations érotiques futures, donc par les techniques de futurisation, par exemple, hein, en sophro. Et puis la valorisation du plaisir, du désir, et donc de la santé sexuelle, d'être en bonne santé, non ? Bon, je pourrais en parler pendant 10 heures. Hein. Je ne sais pas combien de temps tu as, mais est-ce que j'ai suffisamment répondu à ta question ? Oui, clairement. Donc, il y a un lien pour moi. Tu vois, je disais tout à l'heure, mes 3 professions s'imbriquent. Mais c'est vrai que sophrologie et sexologie, en tout cas sexologie avec une vision santé sexuelle, qui est la base du sexo-corporel, pour moi, c'est imbriqué tout le temps. Dans le cadre de ma profession, j'utilise beaucoup la sophrologie dans le cadre du sexo-corporel, mais dans le cadre du sexo-corporel, il se trouve aussi que j'ai beaucoup de références à la sophrologie. Pour moi, c'est 2 démarches très humanistes qui s'intéressent aux êtres humains, au bien-être des êtres humains et au développement des êtres humains. Donc, dans le cadre du sexo-corporel, c'est la sexualité, la santé sexuelle. Dans le cadre de la sophrologie, c'est la santé au sens large du terme, hein, et le bien-être au sens large du terme. Non. Et est-ce que le sexo-corporel, c'est différent en termes de formation qu'une personne qui est sexologue ? Ou est-ce que tu es directement sexologue quand tu as fait une formation de sexo-corporel ? Parce que sexo-corporel, moi, c'était quelque chose dont j'avais jamais entendu parler avant d'entrer en école de sophro et d'avoir cette formation avec toi. Du coup, j'imagine que d'autres personnes n'en ont jamais entendu parler. Est-ce que tu peux nous dire un peu d'où ça vient ? Le sexo-corporel, c'est une démarche qui a été créée donc, par Jean-Yves Desjardins au Canada. Jean-Yves Desjardins, c'est un personnage qui a un parcours un peu particulier puisqu'il a commencé sa vie en étant prêtre. Bon, il a vite quitté la robe il a un docteur en psychologie, en criminologie, et il a été un des fondateurs aussi du premier département universitaire de sexologie qui a été créé à l'UQAM, à l'université de Montréal. Et donc, c'est quelqu'un qui a été fortement habité par donner aux individus, offrir aux individus, aux hommes, aux femmes, à harmoniser le plus possible l'amour, la sexualité dans le plaisir et la santé au sens large du terme. C'est pour ça qu'il a été enseignant, donc il a créé ce département de sexologie pour former des sexologues. Il a développé une démarche, le sexo-corporel, avec une place donnée au corps et rendre... donner une place au corps dans la prise en charge des individus. Et puis, il a aussi développé des week-ends qu'on appelle les vivres en amour pour que le grand public puisse disposer de moyens et de connaissances sur la sexualité en règle générale et sur des outils simples pour leur permettre d'avoir une santé sexuelle, une vie sexuelle harmonieuse. Non. Donc c'est comme ça qu'est né le sexo-corporel. Alors c'est vrai, en France, le sexo-corporel a été développé petit à petit par
une école à Toulouse et puis l'école française, dont maintenant l'école parisienne et rennaise dont je fais partie, mais qui se différencie en fait de la sexualité, enfin de l'enseignement sexuel universitaire. Bon, j'ai fait moi une formation, j'ai fait un DU de sexo, mais qui a une vision beaucoup plus large sur les différentes pratiques qu'on peut enseigner. On a une formation anthropologique, on a une formation médicale, on a une formation sociale. Le DU de sexo couvre tout ça, alors que le sexo-corporel, c'est une sexothérapie. Et dans la sexothérapie, il y a une vision développer, préserver la santé sexuelle des individus, mais aussi une grille de lecture et une prise en charge spécifique pour les dysfonctions sexuelles, où là, on va beaucoup travailler sur le corps, contrairement à ce qu'on peut nous apprendre dans les DU sexo. Bon, même si c'est en train énormément de changer, parce qu'en fait, le sexo-corporel s'est beaucoup développé en France, et donc est rentré petit à petit dans l'enseignement des DU français de sexologie. Alors, ok. Est-ce que j'ai répondu aussi à ta question? Oui. C'est pas que Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu vois en cabinet au quotidien? Quelles sont les demandes qui reviennent fréquemment par rapport à ces problématiques de santé sexuelle? Alors, il se trouve, de par ma formation de sage-femme, j'ai quand même un public principalement féminin. Je vois des hommes dans le cadre des éjaculations rapides ou précoces. Je vois des hommes pour les dysfonctions sexuelles. Mais je vois surtout les femmes dans des problématiques de douleurs sexuelles, ce qu'on appelle les dyspareunies sexuelles, dans le cadre aussi de vaginisme, des femmes qui ne peuvent pas être pénétrées. Je vois aussi beaucoup de femmes avec des troubles du désir sexuel ou des problématiques autour du plaisir sexuel. Alors, en sachant que quand je vois, par exemple, une femme qui vient me voir pour un trouble du désir, c'est évident qu'à un moment donné, je vais voir aussi le couple. Si je prends en considération que la sexualité repose sur des composantes multiples, entre autres relationnelles, c'est évident aussi que la part du partenaire ou de la partenaire va avoir un rôle important à jouer, à tenir compte. Donc, je vois aussi des hommes dans le cadre des prises en charge des dysfonctions sexuelles féminines. Prendre en compte une dysfonction sexuelle sans parler du partenaire, ça n'a pas de sens, non. Alors ça, c'est plutôt les gens qui viennent me voir avec des dysfonctions. Alors, il se trouve aussi que je fais partie d'une équipe pluridisciplinaire de la prise en charge du cancer du sein. Donc, je vois aussi des problématiques sexuelles en lien avec d'autres problèmes de santé, entre autres le cancer du sein. Hein. Donc, j'ai beaucoup de femmes qui viennent me voir aussi dans ce cadre-là pour entretenir une sexualité malgré les traitements lourds qu'elles peuvent avoir. Et puis, c'est évident, le cancer du sein, ça touche aussi le corps féminin, la féminité. Donc, comment rester dans du désir, dans de la séduction, quand on nous a enlevé un sein ou quand c'est pas de sein. Non. Donc, je travaille aussi beaucoup sur la féminité avec ces femmes-là. Et puis, il se trouve aussi que je vois aussi des jeunes ou des moins jeunes qui n'ont pas forcément de dysfonction sexuelle, mais qui ont envie de faire le point sur leur sexualité, de comprendre un peu mieux ce qu'est la sexualité et de peut-être venir chercher des outils pour avoir une sexualité encore plus harmonieuse, hein, sans forcément avoir des dysfonctions. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui me tient à cœur, parce que là, on est vraiment dans le registre de la santé sexuelle, de la santé des êtres humains. Pourquoi s'occuper de soi quand on est malade? Ça serait tellement mieux de s'occuper de soi quand tout va bien, pour continuer à entretenir notre bonne santé dans tous les niveaux de notre vie, à tous les moments de notre vie. Non. Et ça rejoint l'aspect prophylactique aussi de la sophrologie, en fait. Complètement. Et c'est pour ça que je te dis, c'est interactif tout le temps. Ouais. Tout le temps. Alors, c'est la raison pour laquelle aussi, je fais partie d'une association bretonne, hein, l'association sexo-corporelle de l'Ouest, où on permet aussi
ces week-ends vivre en amour créés par Jean-Yves Desjardins. Et donc, on a déjà 3 fois proposé des week-ends pour le grand public de santé sexuelle qu'on appelle vivre en amour. Non. Au terme marin de Saint-Malo, c'est ça? Alors, ça a été au terme marin à Saint-Malo. Les derniers, bon là, malheureusement, avec le Covid, c'est en suspens, mais on espère vraiment très vite que cette drôle de vie que l'on a actuellement fasse partie des souvenirs et qu'on puisse remettre en place tout ce qui a été mis de côté pendant quelques temps, depuis quelques mois. Non. Et je crois que tu nous en as déjà quand même un petit peu parlé, mais qu'est-ce que tu aimes dans ton métier? J'aime profondément l'être humain. J'aime profondément les hommes et les femmes, et j'aime profondément tout ce qui me permet d'être en relation avec eux. Pour ça que dans ma vie, je suis quelqu'un de très social, j'ai beaucoup d'amis, j'aime la présence des autres, mais j'aime surtout côtoyer les particularités de l'autre. Hein, ça rejoint aussi la sophrologie. Moi, je suis profondément intéressée par la diversité de la conscience humaine et de pouvoir toucher des personnes d'univers très différents, d'univers, quel que soit l'âge des gens, quel que soit le milieu social d'où ils viennent, le milieu culturel d'où ils viennent, tout ça, ça me touche profondément. Donc, inévitablement, dans mon métier, c'est ça qui m'anime, hein, d'être en contact de l'autre et de pouvoir apporter humblement, avec ce que je suis, un petit plus chez les hommes et les femmes que je rencontre. Non. Et est-ce que tu as des livres ou des ressources au sujet de la santé sexuelle qui pourraient aider les personnes qui nous écoutent à peut-être s'intéresser déjà à ce sujet un petit peu plus? Alors, malheureusement, en ce qui concerne le sexo-corporel, il n'y a pas grand-chose d'écrit. Et c'est plutôt dans des revues spécialisées qu'on a à l'Institut international sexo-corporel dont je fais partie. Il y a eu toute une période où on avait des petites revues où là, effectivement, il y a quelques petites choses écrites qui sont intéressantes. Donc, est-ce qu'on peut les avoir en allant sur le site Institut international sexo-corporel? Je pense qu'on peut trouver des liens. Alors, des livres sur la sexualité, il y en a plein. Je commencerai peut-être par un livre et une belle rencontre que j'avais fait avec un monsieur qui était docteur en neurosciences, qui s'appelle Serge Wunsch, et qui a écrit un livre super, fondamental pour moi, qui est comprendre les origines de la sexualité humaine, hein. Donc, de par sa formation en neurosciences, il met en évidence l'importance du développement de la sexualité. La sexualité, c'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui s'apprend, hein. Donc c'était pour moi un livre important, hein, qui a réconforté justement ma croyance au sexo-corporel. J'aime bien les livres aussi de Philippe Breneau, qui est un psychiatre, anthropologue, sexologue, et qui a aussi écrit beaucoup autour de la sexualité féminine et masculine. J'aime bien ces livres parce qu'ils sont très abordables pour le grand public, hein. Il y a le livre de Sex Story, l'histoire du sexe, pourquoi c'est compliqué l'amour. Il a écrit beaucoup aussi sur le couple. Un livre aussi qui est intéressant, c'est Homosexualité ou hétérosexualité, est-ce un choix? Donc Philippe Breneau, j'encourage cette lecture. Dans les livres aussi intéressants, alors là on va être plus dans le registre masculin-féminin. Moi j'ai beaucoup aimé les bouquins de Françoise Héritier, qui a vraiment posé des vraies questions sur la différence entre l'homme et la femme, le masculin et le féminin. Un livre récent aussi, que j'ai lu l'été dernier,
quand le cerveau, je crois que je voulais que je donne oui. Quand le cerveau devient masculin, c'est Jacques Balthazar, c'est un Suisse, un Belge plutôt, qui est aussi neuroendocrinologue, qui est chercheur. Et vraiment, ça, c'est un livre qui parle aussi de la différence entre les hommes et les femmes. C'est vrai qu'en ce moment, dans le cadre de la sexualité, moi, je m'intéresse beaucoup à cette interrogation-là. Tu sais, sur le plan sociétal, aujourd'hui, il y a beaucoup d'interrogations sur les troubles identitaires, sur l'identité, sur la genralité. Et j'ai beaucoup lu autour de ça. Là, il y a un livre qui m'attend, qui s'appelle « Et l'évolution créa la femme » de Pascal Pic. J'ai hâte de le lire. Alors, qu'est-ce que je pourrais conseiller encore comme livre? Je te dis, il y en a plein. Hein. Ça peut être aussi d'autres supports que des livres. Par exemple, j'imagine tes conférences, les conférences Vivre en amour, qui peuvent être... Alors, effectivement, les conférences Vivre en amour, mais... Alors, j'ai des collègues qui sont en train de faire un travail de recherche sur les vivres en amour. Donc, ils ont filmé beaucoup de séminaires. Peut-être qu'un jour, ça sera visible sur le site du Centre de formation sexo-corporelle France. Vous pouvez aller, en allant peut-être aussi sur ces sites, il y a des références auxquelles peut-être je ne pense pas là. Mais je pense aussi, tu vois, à des livres plus généraux. Moi, par exemple, alors c'est mon côté peut-être féministe qui va ressortir. Pour moi, Simone de Beauvoir, ça a été quelque chose de très fondateur dans mon approche pour les hommes et les femmes. Et puis, je pense aussi, par exemple, les livres de Comte Sponville sur le sexe ni la mort, ou les trois essais sur l'amour et la sexualité. Alors effectivement, quand on me pose la question comme ça, j'en ai tellement lu. J'ai envie aussi de citer, moi, des femmes qui m'ont vraiment portée dans ma construction de femme, et puis peut-être de sophrologue et de sexologue. Je pense à Marie Curie, je pense à Marianne Montessori, je pense à Benoît de Groult, je pense à Gisèle Halimi, je pense à Marguerite Duras, je pense à Virginia Woolf. Alors tu vas me dire, bon, tout ça, ce sont des femmes féministes, mais qui ont justement permis d'ouvrir notre conscience à une société moins patriarcale et à poser les hommes et les femmes comme des partenaires à part entière et non pas comme des identités qui se dualisent. Hein. Je repense aussi à Comte Sponville avec les petits traités des grandes valeurs. Je pense aussi à Jung. Bon, j'ai fait une thérapie jungienne à un moment donné dans ma vie et j'ai beaucoup lu Jung et on sent aussi qu'il y a beaucoup de choses qui se glissent dans ces livres autour de l'importance de la masculinité, de la féminité, de la sexualité. Non. Bon, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais si, aussi, ouais. Bah, du coup, ça fait plein de ressources. Oui. Et du coup, moi, il y avait une question que je voulais te poser. C'était comment entretenir notre santé sexuelle au quotidien grâce à la sophrologie. Mais comme on en a parlé au début du podcast, la sophrologie, ça se vit. Donc, en fait, je pense qu'on va réserver cette question pour la partie pratique à la fin. Et oui. Juste avant cette partie, j'ai une dernière question à te poser sur tes projets à venir. Je sais que tu es très, très, très occupée, que tu essaies de dégager du temps pour toi. Alors les projets, il y a des projets professionnels. Les projets professionnels, c'est je fais partie du conseil d'administration de la toute jeune fondation santé sexuelle et affective de Jean-Yves Desjardins qu'on a créé cette année en 2020. Donc c'est presque un scoop puisque on va commencer à en faire la publicité. Et dans le cadre de cette fondation humaniste, on a des projets humanitaires, entre autres de la formation pour
de la formation pour des thérapeutes dans des pays où ils n'ont pas les moyens de se payer des formateurs, de développer justement aussi des séminaires vivre en amour, ou en tout cas quelque chose qui ressemble dans des pays ou dans des lieux, hein, même en France, hein, où on a des difficultés pour pouvoir trouver des financements pour le faire. Et entre autres, donc, j'ai vraiment un projet qui me tient à cœur, c'est de pouvoir développer un programme de formation au grand public ou pour les sexologues de santé sexuelle au Maroc. Donc ça, je pense que c'est ce qui va m'habiter plus dans l'année 2021, hein, dans le cadre de la fondation. Un autre projet qui se poursuit. Je t'ai parlé d'un groupe pluridisciplinaire autour de la prise en charge du cancer du sein. Donc ça, c'est quelque chose aussi que par le biais de ce groupe-là qui s'appelle Cénopole, j'ai vraiment envie de développer, de permettre aux femmes qui connaissent cette difficulté dans leur vie, de pouvoir les aider au mieux avec une collègue sophrologue, une collègue médecin, chirurgien, une collègue kiné, une patiente experte, et puis moi-même dans le cadre de la sexualité. Bon, ça, c'est plutôt les projets professionnels, et les projets personnels, que les frontières s'ouvrent et que de nouveau je puisse voyager. Voilà, ma plus grande misère, comme diraient les Canadiens aujourd'hui, c'est cette absence de liberté et de pouvoir aller là où je veux, pour découvrir le monde et d'autres êtres humains sur d'autres continents. Voilà. Eh ben, on souhaite que ça rouvre très très vite. Oui. Du coup, pour terminer, est-ce que tu peux nous proposer une petite séance d'une quinzaine de minutes pour entretenir notre santé sexuelle au quotidien? Écoute, je vais faire quelque chose de très simple. Je vais proposer peut-être un travail sur l'assertivité masculine et féminine, sans quoi, s'il n'y a pas de confiance en soi dans notre réalité corporelle d'homme ou de femme, la sexualité a du mal, il se trouve, à se vivre. Donc je vais te proposer une pratique autour de l'autocentration, la conscience de notre génitalité et développer notre fierté d'être un homme et une femme. C'est parfait. Ça te va ? C'est parfait. Ok. Eh bien, je te propose, ou je vous propose, une pratique qui va se faire debout. Donc, je propose de vous installer debout. Vous installer dans l'instant, ici et maintenant, en prenant le temps d'effectuer librement quelques mouvements. Prendre le temps aussi de prendre conscience du monde environnant, du moment, de la place dont vous disposez dans cet espace. Vous prenez conscience de votre centration dans cette posture debout. D'aplomb sur vos deux pieds. Vous prenez conscience de votre verticalité. La tête qui pousse légèrement vers le haut, les épaules dégagées. La sensation de votre axe vertébral, la position de votre bassin, ni trop en avant, ni trop en arrière, posé, ancré.
la sensation de vos deux pieds au sol, dans ce juste écart pour avoir ce juste équilibre. Vous prenez ainsi conscience de votre ancrage, votre équilibre, votre verticalité. Vous laissez habiter par toutes ces sensations dans cette posture centrée. Mobilisant déjà le sentiment d'être une femme debout, d'être un homme debout. Vous prenez conscience de votre corps dans sa globalité, en réalisant une lecture du corps. Conscience de votre tête, de votre visage, toutes les sensations au niveau de la peau, les sensations profondes, plus superficielles. Vous accueillez les sensations de votre nuque, de votre cou, dans toute sa hauteur, dans toute sa largeur. Sensation des épaules, des membres supérieurs jusqu'au bout des doigts. Faisant vraiment l'expérience de vivre votre corps. Vous accueillez les sensations de votre thorax, de votre poitrine, de toutes les sensations de cette partie du corps. Sensation de votre dos dans toute sa largeur, dans toute sa profondeur. La sensation de votre axe vertébral dans cette position debout, jusqu'au bas du dos. Conscience de la région lombaire, la région abdominale, les mouvements liés à la respiration. Conscience du bassin, bassin musculaire, bassin osseux, vos organes génitaux, votre périnée. Mais aussi vos membres inférieurs jusqu'aux orteils. Prendre ainsi conscience de votre corps dans toute son unité, dans toute sa globalité, ici et maintenant. Votre corps de femme, votre corps d'homme. Capacité à vous auto-centrer, à être là, dans la sensation du corps. En particulier, la sensation de votre respiration. Respiration abdominale. Respiration dans un rythme qui vous convient le mieux.
Cette respiration qui peut descendre jusque dans votre bas-ventre, jusque dans votre bassin. Vous continuez à respirer librement en renforçant la conscience de votre bassin. Qu'à tout moment, vous pouvez mobiliser si vous en éprouvez le besoin. En prenant aussi conscience de votre sphère génitale, la réalité de vos organes génitaux. Vos organes génitaux féminins pour vous, mesdames, vos organes génitaux masculins pour vous, messieurs. Vous intégrez dans sa réalité votre génitalité. Intégrez votre génitalité dans la réalité de votre corps féminin, de votre corps masculin, pour vous vivre en tant qu'homme, en tant que femme, dans l'harmonie avec vous-même, dans l'harmonie avec partenaires. Vous mobilisez quelques instants cette fierté d'être un homme, cette fierté d'être une femme. Vous vous autorisez quelques instants à vous projeter dans un moment d'intimité, de façon sereine, de façon positive. Vous imaginez dans une situation avec vous-même ou avec un ou une partenaire, dans un moment harmonieux, d'intimité, un moment joyeux, d'intimité, un moment positif pour vous. Vous cessez cette futurisation, conscience de votre corps, dans sa verticalité, dans sa globalité. Vous vous remerciez de cette expérience que vous vous êtes donnée. Vous vous en nourrissez et en pleine conscience, vous allez terminer votre séance, mobilisant votre corps, vous étirant, baillant si nécessaire, prendre tout votre temps avant de réouvrir les yeux si ceux-ci étaient fermés.
Bien, merci beaucoup Catherine. De rien, Anne-Maëlle. Merci Catherine et merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez laisser un commentaire et 5 étoiles sur l'application Apple Podcast et ou vous abonner à la chaîne YouTube. Cela permettra à d'autres personnes qui en ont besoin de découvrir le podcast. Et pour suivre toute mon actualité ou m'envoyer un message, vous pouvez me trouver sur Instagram @AnneMaëlleDorel tout attaché. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous dis à très vite pour le prochain épisode.